c'est un actif qui est unique et révolutionnaire pour votre patrimoine. Donc, un patrimoine sans Bitcoin est un patrimoine déséquilibré, quel que soit le patrimoine. Tu vas dans plein d'autres pays, les gens ont une connaissance économique. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent gérer leur fonds de pension. Quand tu es à la retraite avec ton lieu de vie qui t'appartient, tu as une réserve de valeur si jamais il t'arrive quelque chose. Un livret A, ça sert à avoir une réserve pour payer la chaudière quand elle vient à péter. Un pays comme la France qui est totalement désindustrialisé, mais pourquoi ? Parce qu'il a fallu faire des économies d'échelle et des gains de productivité. Alcatel, fleuron de l'industrie, qui a été totalement désindustrialisé pour une société de services, aujourd'hui c'est plus rien, c'est fini, c'est mort. Là où je suis pas socialiste, c'est d'abord moi je base tout sur la propriété privée. La propriété privée, c'est la base de la prospérité. Salut Louis. Bonjour Alex. Bonjour Victor. Ravi de te recevoir dans notre nouveau studio. En plus, t'es le premier à passer dans ce studio. Ah, je suis très fier. Voilà, on fait dans l'innovation rien que pour toi. Inauguration. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'un sujet, je crois, qui t'est cher, qui sont les marchés financiers en général. Oui. Un peu aborder aussi toutes les réalités et les perceptions des gens. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui ont étudié le sujet et qui comprennent à quoi ça sert, et ceux qui n'ont pas fait le boulot. Donc on va essayer de leur permettre de faire le boulot en regardant cette vidéo. On va essayer aussi d'aborder un petit peu le sujet de la relation des Français à l'argent et de l'hygiène financière, qui est quand même un cas particulier dans le monde. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on a autant besoin de personnes comme toi. Et puis ensuite, on va parler un petit peu de la situation économique, enfin d'économie en général, si ça te va. Oui. Et je pense qu'il y a une première question qui est très large. Donc je pense qu'on va y aller après step by step. Mais en fait, à quoi servent les marchés financiers concrètement ? Quel est leur rôle ? Pourquoi est-ce que c'est un truc déjà qu'on a inventé ? Est-ce qu'il y a un mec qui s'est dit tiens, on va inventer ça et on va pour s'accaparer les richesses ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a émergé ? Et quel est leur rôle aujourd'hui ? En fait, on peut avoir chacun sa définition du rôle. Il y a des définitions académiques que vous trouverez en faisant des recherches, et vraiment, je vous encourage à faire des recherches. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé. Normalement, un marché financier, c'est fait pour apporter une liquidité à qui, à quoi ? À l'industrie et à la création de la richesse. Si je prends par exemple la Compagnie des Indes, que ça soit en Hollande ou que ça soit en France, Inde orientale pour la France, on a eu besoin de cash pour financer la recherche de richesse en Orient. Et c'est le patrimoine privé, qui a été plus ou moins volé finalement in fine, mais qui a permis le développement de cette compagnie. On a des caisses de crédit mutuel qui ont pu être mises au 19e. Il y a eu beaucoup d'inventivité financière au 19e qui ont permis le développement du secteur industriel en France, notamment sous Napoléon III. Donc pour moi, un marché, ça doit apporter petit 1, donc des sources de financement, et petit 2, des sources de liquidité. Pourquoi ? Parce que on est tous capables d'investir, mais on a tous à un moment donné besoin de liquidité. Et donc, ce sont ça, pour moi, les deux principes de ces marchés financiers, et on ne devrait pas sortir de ce point-là. Or, Aristote, dès le départ, dans ses écrits sur la monnaie, nous pointe les dérives des marchés financiers, puisqu'il nous parle de la crématistique. La crématistique, d'après Aristote, donc le vrai terme c'est la crématistique aristotélicienne. Ça fait vachement sérieux quand on parle de ça. C'est bien pompeux. Hein. Ouais, c'est super pompeux. Mais en fait, c'est quoi ? C'est faire de l'argent pour l'argent. Okay. C'est-à-dire que l'argent n'a pas une utilité en soi pour permettre le développement de l'un ou de l'autre. Tu vois, par exemple, le microcrédit qu'on fait aux femmes dans certains pays pauvres, c'est typiquement de l'argent qui est mis au service d'une micro-industrie domestique. Et cette micro-industrie domestique permet, par exemple, d'aller faire en sorte qu'un enfant aille à l'école. Donc, si tu veux, un enfant allant à l'école grâce au travail de la maman, eh bien, tu arrives à sortir de la pauvreté cette famille. Bon, ça, si tu veux, l'argent a une vraie finalité qui va vers plus de dignité, plus de connaissances et plus de satisfaction des besoins primaires que l'on a tous, et se nourrir, se loger, se vêtir, ainsi de suite.
Eh bien, la crématistique, c'est quand je fais de l'argent pour l'argent. C'est-à-dire que je fais des prêts d'usure, je suis usurier, et mon but, c'est que mon argent ne fasse que plus d'argent. Et c'est un des travers majeurs de notre marché hyper financiarisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la financiarisation de l'économie, c'est avoir donné une place prépondérante au marché financier dans notre économie de tous les jours, avec pour but de concentrer de plus en plus ces richesses entre les mains d'une minorité. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Saïdine Amous, comme les talons Bitcoin ou les talons Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, la face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin, parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique, c'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission, ça permet de soutenir la chaîne, et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance, et moi je vous laisse avec la vidéo. J'ai l'impression que c'est un peu la même analyse que va faire un socialiste. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais en quoi, parce que j'imagine que t'es pas socialiste, ou peut-être un petit peu, mais en quoi, toi, t'arrives pas aux mêmes conclusions qu'eux, de dire, il faut enlever l'appât du gain et juste se tourner vers l'autre individu et arrêter juste de rechercher, d'augmenter ses intérêts personnels. Comment tu enlèves ça? Est-ce qu'en fait, le problème, c'est juste qu'aujourd'hui, on est chacun derrière un écran, qu'on regarde plus que des chiffres et qu'il y a plus de... Je sais plus, il y a plus ces moments où on se retrouve à l'église, on se retrouve dans des communautés, on perd ces trucs humains, donc on a perdu un tissu social, et donc avant ça se faisait naturellement. Oui. Comment t'expliques ça? Alors, la question est super. Elle est chargée. Alors, déjà, je vais te dire, Contre-thèmes. je suis donc moi, je fais partie des chrétiens sociaux. Ma famille fait partie des chrétiens sociaux, de ceux qui sont vraiment engagés au 19e, au niveau micro et au niveau macro, pour que le capital qui soit à disposition de l'industrie puisse permettre à chacun d'amener une vie digne, notamment par la création de mutuelles privées qui faisaient que les gens avaient de quoi se soigner. Et même, j'ai un ancêtre, tu vois, qui avait des forges de Commentry. C'était dans le centre de la France. Son filon était épuisé, donc il a dû déplacer ses forges de 30 ou 40 kilomètres. Eh bien, il a construit des maisons, il a construit un hospice et il a acheté des terres autour en Limagne pour que l'hospice puisse être alimenté par le revenu des métairies, pour être sûr que quand il soit plus là, les gens qui soient à l'hospice puissent vivre des revenus de la terre. Ça, c'est pas du tout socialiste, ça, tu vois. C'est la vraie ça, c'est solidarité. totalement capitaliste. Ouais. Et c'est totalement capitaliste dans le sens où, en plus, c'est du capitalisme chrétien, au sens que je vais au-delà de moi. Je pense à l'autre au-delà de moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les meilleurs ouvriers sont venus. Ça veut dire que la rentabilité de son nouveau filon était bonne, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est la base d'où je viens, d'où je suis né, le milieu dans lequel j'ai grandi, les semaines sociales de Lille et tout ça, Albert Demain, et ça sont des gens qui ont des réflexions assez intéressantes. C'est pas pour autant qu'on est des gentils qui n'ont pas conscience des événements et des contraintes de chaque domaine. Donc là où je suis pas socialiste, c'est d'abord, moi, je base tout sur la propriété privée. La propriété privée, c'est la base de la prospérité. À partir du moment où tu nies la propriété privée, tu nies la prospérité, parce que chacun ne peut pas travailler pour soi et les siens, ne peut pas avoir une motivation qui soit quand même de dire, bon ben voilà, là je me mets en situation difficile, je vais travailler 14 heures par jour, mais au moins j'aurai offert aux miens un abri.
Voilà. J'aurais offert peut-être un peu plus qu'un abri, et j'aurais un peu agrandi mon domaine, et que la maison que j'ai achetée, je vais acheter un lopin de terre, et puis avec ce lopin de terre, je vais faire un petit peu de culture et d'agriculture, et ainsi de suite. Et ça, si tu veux, je donne une perspective à mon capital pour faire progresser mon capital. Donc c'est ce en quoi je suis pas socialiste et je suis pas collectiviste. Ouais. Et d'ailleurs, tu verras que quand tu regardes dans l'Évangile et dans la doctrine sociale de l'Église, tu retrouveras ces éléments de propriété privée sur lesquels tu construis une société, et notamment d'intangibilité de cette propriété privée. Et c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui on est de plus en plus challengé là-dessus, notamment pour notre argent pour l'instant. C'est Charles Gave qui avait écrit un livre, Jésus le premier capitaliste, libéral, le premier libéral. Oui. Mais c'est un message. Faut pas réduire ce message à cela, mais tu vois, si tu veux comprendre la doctrine sociale de l'Église, c'est 1891. Le pape écrit une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, et cette encyclique est tellement importante que Pie XII, 40 ans plus tard, écrit 40e anniversaire, donc Quadragesimus Annus, donc pour célébrer les 40 ans, et le pape Saint Jean-Paul II, 100 ans plus tard, Centesimus Annus, et il reprend les écrits de 1891 en 1991, dans lesquels notamment on te parle quand même en 1891 de l'impossibilité pour le chrétien de collaborer avec le communisme. Les choses sont claires. Amen. C'est prodigieux. Non, mais dans le sens que, si tu veux, il y a deux visions du monde qui sont totalement opposées. Et il y a une négation de l'homme dans le communisme et de l'individu qui ne peut pas être acceptable, et surtout une opposition des classes. Il faut bien comprendre que cette opposition des classes sert des personnes et ne sert absolument pas l'individu. Ouais. On peut pas s'empêcher de revenir à la critique du communisme au bout de 3 minutes, c'est fou. Non, mais si tu parles d'une structuration d'une société au niveau économique, tu es obligé de rappeler des principes sur lesquels tu bases nos économies depuis très longtemps. Parce que c'est pas aujourd'hui, on te parle pas de quelque chose de nouveau, on te parle de quelque chose de quasiment éternel. C'est-à-dire, pas éternel, mais dans le sens que quand tu regardes toutes les sociétés qui ont pu se développer, la plupart du temps, elles se sont développées, sauf quelques utopies, sur le respect de la propriété privée. Alors, quelquefois, ça allait très loin. Tu vois, le pouvoir du pater familias romain, ça va super loin, puisqu'il y a le droit de vie et de mort sur les siens. Mais ceci étant, la plupart des sociétés ont pu se développer partir du moment où chacun pouvait accéder à la propriété d'une manière ou d'une autre. Je ne peux qu'acquiescer. Et aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a un non-respect de la propriété privée sur, notamment, là c'était le premier sujet, les marchés financiers, avec l'augmentation des régulations, des contraintes qui sont faites de partout? Est-ce que c'est pas un des problèmes? Et face aussi au premier constat de la crématisation aristotélicienne. La crématistique aristotélicienne. C'est pas la même chose. Faudra que j'apprenne le terme. La crémation, c'est pour nos réserves. Nos réserves sont cramées. Est-ce que comment en fait on règle ce problème qui selon toi est grave aujourd'hui de la financiarisation dans tous les pans des marchés financiers qui font peut-être, parce que c'est quoi en fait le problème exactement de ça? C'est la destruction du bon investissement, ou de l'investissement, on va dire, moral et humain. En fait, tu vois, la problématique, si tu veux te donner une idée, c'est que tu regardes le montant mondial de l'endettement. Puisque, en fait, quand tu regardes un LBO, donc un leverage buyout, c'est un rachat par effet de levier. J'ai une boîte qui vaut a priori 100 et je dis au gars, écoutez, si vous voulez, je peux vous en donner 150 parce qu'on va faire une structuration financière avec une dette mezzanine, avec une dette senior et ainsi de suite, et un peu de cash, et on va pouvoir vous faire en sorte que la boîte, on la rachète 150 au lieu de 100. Ça tombe bien, c'est un fonds de pension qui fait ça et ça lui fait 15% de rendement sur ses fonds investis, il est très content. Le problème, c'est que là, tu allais faire de l'effet de levier de la dette et tu allais remettre une partie de dette. Et donc, il va falloir faire des économies d'échelle. Pour faire des économies d'échelle, il va falloir pressuriser. Il va falloir que tu gagnes en productivité. Enfin, économie d'échelle et gain de productivité. Le gain de productivité, il est pas nul. C'est pas quelque chose d'inintéressant. C'est nécessaire à la croissance. Mais là, tu vas le pousser à l'extrême. Et donc, tu vas être sur par exemple, en Angleterre, par exemple, tu vois, t'as tout le réseau des
ferré en anglais, qui est en train d'être renationalisé parce qu'il a tellement été privatisé avec des fonctionnements comme ça qu'il a plus été entretenu et aujourd'hui c'est une catastrophe. Et t'as un certain nombre de boîtes qui sont à leur LBO secondaire ou tertiaire ou quaternaire et quand elles en sont là, bah t'as rincé tout au maximum et après la boîte est pas capable d'aller assurer ses missions comme elle devrait le faire. Donc le problème c'est que t'as 400 000 milliards de dettes aujourd'hui dans le monde. Voilà, 400 000. Bon, peut-être que ça va encore plus vite au moment où on se parle. Mais ça, c'est une problématique parce que cette dette, à un moment donné, il faut la rembourser. Et qu'elle soit de la dette qui est publique, qui est ce qu'on appelle les households, donc ça, la dette pour acheter de l'immobilier, ou de la dette privée. Et la dette privée a énormément augmenté, notamment des entités non financières. Donc pas forcément des banques. Et tout ça fait que aujourd'hui, toute cette dette, c'est ça, cette financiarisation de l'économie, c'est cette masse d'argent qui est leveragée sur des actifs. Et donc, pour rembourser, d'une manière ou d'une autre, quand t'es pas un État, quand t'es une entité financière ou non financière, eh bien à un moment donné, il faut que tu fasses des économies d'échelle ou un gain de productivité énorme. Donc par exemple, quand tu fais ton premier LBO, que la boîte elle produit en France, tu regardes s'il ne peut pas avoir un atelier au Maroc. Puis après, bon, tu te dis tiens, mais en fait, au Tunisie, ils sont un peu moins chers. Et finalement, ils parlent aussi un peu français, ils connaissent un peu notre culture. Donc, tu vas produire en Tunisie. C'est un peu instable, les salaires ont monté, il y a d'autres concurrents qui sont venus au Maroc et en Tunisie. Tu te dis tiens, je vais peut-être aller en Turquie, parce qu'en plus, ils savent faire, par exemple, de l'électroménager. Tu vois. Et donc, ils savent faire un petit peu de biens de consommation, de biens de consommation, de biens d'équipement. Et puis, finalement, la Turquie, c'est un peu cher. Donc, tu vas aller maintenant en Asie. Donc, tu vas aller en Asie dans des pays qui, au début, ont une capacité. Puis, à la fin, tu vas terminer qu'il y a des boîtes qui ont des sous-ateliers en Corée du Nord. Tu vois? Et non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, les gens veulent pas le croire. Hein, mais voilà. Donc, il y a une vraie porosité dans la frontière Sino-Corée du Nord. Et donc, à la fin, tu vois, tu auras déplacé toute la création de valeur industrielle ailleurs de France. T'as un pays comme la France qui est totalement désindustrialisé, mais pourquoi? Parce qu'il a fallu faire des économies d'échelle et des gains de productivité, et que les conditions étaient pas présentes en France, et puis on est allé sortir ça. Et ce qui fait qu'on a un pays aujourd'hui qui est totalement désindustrialisé. Et t'as l'un des exemples le plus extraordinaire qui soit, c'est Alcatel. Alcatel, fleuron d'industrie, qui a été totalement désindustrialisé pour une société de services. Aujourd'hui, c'est plus rien, c'est fini, c'est mort. Voilà. Donc, je me suis un tout petit peu éloigné du sujet, mais tout ceci pour te dire que le marché financier en lui-même, dans son fonctionnement, avec tous ces effets de levier, le but, c'est d'aller faire du rendement, et on se fout pas mal de comment on y a accès à ce rendement. Voilà. Oui. Non, je te laisse terminer, mais j'avais... Et donc, si on veut revenir à la dépossession et à la régulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui fait les lois au niveau de la réglementation et ainsi de suite, sont les grands acteurs qui vont faire les lois. C'est eux qui ont la capacité d'être des bons lobbies pour faire évoluer les lois dans le sens de ce qui les intéresse. Et donc, moi, je suis pas le fait qu'il y a une conspiration internationale ci ou ça. J'observe. Je suis factuel, je vois que peu à peu, en France notamment, j'ai de moins en moins la capacité d'être sûr que l'argent que c'est mon compte en banque est à moi et que je peux le retirer comme je veux. L'argent de mon contrat d'assurance vie est à moi et je peux le retirer comme je veux. Pour te donner une idée, il faut savoir, là j'étais hier avec des notaires hier soir, les LCBFT, donc tout ce qui est le lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme est appliqué de plus en plus à plus en plus de professions, celle des conseillers en gestion de patrimoine comme nous, mais aussi celle des notaires. Qu'allez-vous faire avec d'où viennent les fonds, où vont les fonds? Ouais, tu vois, sur quel compte vont les fonds? Maintenant, il faut savoir dire, tu vends ta maison, sur quel compte ça va? Et les notaires en sont comptables et responsables de ça. Tu vois. Donc, toute cette réglementation, elle n'est pas forcément faite pour l'individu. Et tu vois, autant le communisme, dans ses excès, ne respecte pas l'individu, mais l'hypercapitalisme ne respecte pas l'individu non plus. Bon, quoi, c'est du capitalisme, là. Parce que pour moi, voilà, c'est là où je pense qu'on va diverger, c'est que pour moi, c'est pas un excès du capitalisme, mais c'est un excès d'une sorte de quand on passe du capitalisme sain à la plutocratie. Oui. C'est-à-dire où les riches sont en mesure d'influencer l'État et donc la régulation. Mais c'est pas un excès pour moi du capitalisme, c'est la brèche permise par l'État, parce que si on retire cet aspect-là, normalement,
le marché reste libre, on ne met pas de barrière à l'entrée, parce que on a un contenu avec Alexandre Stachenko sur le sujet, sur la réglementation financière. Il s'avère que ça ne marche pas, et que ça coûte un pognon de dingue, et ça met juste des barrières à l'entrée à tous ceux qui veulent rentrer, et peut-être à assainir le marché. Donc malheureusement, oui, ça doit peut-être empêcher un terroriste de temps en temps, mais ça fait plus de mal aux gens honnêtes qu'aux criminels, de toute façon. Comme toujours, les grandes lois qui ont été mises en place, la plupart du temps, on arrive à un niveau où la société se caractérise par des lois qui n'ont aucun intérêt, qui sont là pour faire occuper nos députés ou l'organe qui dirige le pays, et dont le but n'est pas du tout le bien-être. Voilà, par exemple, on a donc ce qu'on appelle l'AML, hein, l'anti-laundering, tout ce qui est le contrôle donc des capitaux. On sait très bien que ça prend entre 30 et 40% de tout ce qui est administratif dans les banques aujourd'hui pour aller choper 0,2% des flux. Donc c'est complètement incroyable. Et quand tu vois ce que nous on nous demande de devoir justifier. Tu vois, tu as un contrat d'assurance vie, tu as 300 000 dessus, il y a un client qui dit moi je veux 30 000 pour faire des travaux, ben faut presque qu'il y ait des justificatifs avec les factures des travaux. Parce qu'on voit pas le temps perdu aussi par utilisateur. Ah bah bien sûr. Les allers-retours, genre il y a un moment faut genre une semaine pour avoir ton compte validé. C'est infernal. Donc, aujourd'hui, c'est là où, tu vois, pour moi, Bitcoin était une révélation, non pas divine, mais vraiment une belle révélation, dans le sens où les gens n'ont pas conscience du tout que sur cet objet financier non identifié, cette infrastructure, 46 000 milliards ont transité en 2024. Et Bitcoin, c'est pas un jeton. Bitcoin, c'est une infrastructure financière. Et une infrastructure financière qui vient bousculer une industrie qui est l'une des plus rentables au monde, qui est l'industrie des paiements, 2300 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur une année. Voilà. Mais pour apporter une conclusion à la question, je pense que la problématique de la crématistique, il y a une problématique de lien social qui n'est plus là. Ouais. Tu vois, dans la caisse de crédit mutuel, qui pouvait être pensée d'inspiration socialiste, mais elle n'était pas du tout d'inspiration socialiste, elle est vraiment plutôt d'inspiration chrétienne. C'est des gens qui disent, tiens, bon, moi j'ai un peu de côté, il y a quelqu'un qui veut lancer un atelier une forge, ou un atelier, tu vois, de création de vélo, ou de fourche, ou de choses comme ça. Eh bien, tous, on se met à 90, on apporte chacun 1000 balles, il achète sa machine, il embauche du monde, et on crée de la richesse. Et ce capitalisme du 19e est exceptionnel, parce qu'il a créé tout un pan de l'industrie française. Et tu vois, il a été extrêmement présent en Vendée. La Vendée, c'est l'un des départements les plus industriels de France, 17% d'industrie en Vendée. Et il y a énormément de mutualisme, tu vois, de côté associatif et mutualisme qu'on retrouve en Vendée. Ok. Donc, pour résumer, selon les problèmes que tu as cernés, il y a cette histoire de leverage. Oui. Bon, il y a l'aspect moral qui donc ne doit pas forcément être réintroduit via la coercition, mais plus que les gens retrouvent des valeurs, que ce soit la religion ou pas. Hein. Non, on peut retrouver des valeurs saines sans être un religieux. Oui. Mais bon, ça reste quand même c'est l'honnête homme, hein, ce qu'on appelle l'honnête homme. Tu vois, quand on fait ses humanités, quand on faisait ses humanités à l'époque, on apprenait l'histoire, la géographie, la philosophie, enfin la base, et qu'on apprenait à réfléchir. Mais on avait la réflexion qui nous amenait à être capable de se conduire correctement en société en respectant les autres. En se respectant soi d'abord, pour commencer, puis en respectant les autres. C'est ça. Et concernant le fait que aujourd'hui les entreprises peuvent se leverager avec de la dette, etc., je pense que là on va retomber un petit peu sur nos pattes, c'est que ça c'est permis par notre système de monnaie dette, où en fait on peut sortir ex nihilo 50 milliards sans que ça choque tout le monde, parce que derrière c'est pas forcément représenté par quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais reboucler là-dessus, c'est que la conclusion de tout ça, c'est est-ce qu'il faut rajouter de la réglementation pour empêcher cette surfinanciarisation, ou essayer de revenir à un système sain où on détruit cette espèce de plutocratie, où en fait, surtout en Europe où les banques c'est une espèce d'oligarchie, il y a 6 banques et c'est impossible de rentrer sur le marché. Donc de quel côté est-ce qu'on s'attaque ? Est-ce que pour toi il y a quand même une justification à réglementer tout ça ? Alors, moi, je me rappelle de la fausse fin du film The Big Short, où juste avant la fin, après la crise, que la crise est apparue, il dit, voilà, au coup, on a régulé les banques, on a empêché ci, on a empêché ça. Non, je déconne, dit-il dans le film. Personne n'allait en prison. Personne, voilà. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en 2008, suite à la crise de 2008, tu as les moyens
de mettre la pression aux banques. T'as les moyens de leur dire, écoutez les mecs, vous avez assez déconné, là maintenant il y a des choses qu'on va arrêter. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait par manque de courage politique. Le courage politique, il a quasiment disparu d'une bonne partie du monde occidental. Et donc, on n'a pas de courage, tu vois. Pour moi, Milley est quelqu'un qui fait preuve de courage politique. Il fait des mesures impopulaires parce qu'il sait que c'est pour le bien de son pays. Il pense que c'est pour le bien de son pays et il y a des chances qu'il ait raison. Mais en tout cas, il est capable d'assumer des mesures impopulaires par rapport à ça, qui vont pas le servir lui à court, à moyen, et ça le servira peut-être à long terme. Voilà. Mais en tout cas, ça servira à son pays. Et donc, le problème, c'est on s'est aplati devant les banques. Et chaque fois que tu vois une nouvelle crise qui arrive, on voit que on a la privatisation des bénéfices et on a la mutualisation des pertes. Donc, tant qu'on n'aura pas le courage pour dire aux banques, écoutez les gars, à un moment donné, il y a un certain nombre de règles sur lesquelles il va falloir revenir à la base. Et quelle est votre mission à la base? Le problème quand tu fais ça, c'est que tu fais un séisme financier dont tu vas devoir assumer les règles pendant un certain temps. Exemple, je peux m'appeler Donald Trump, je mets en place un certain nombre de décisions totalement impopulaires pour aller poursuivre non pas un objectif de droit de douane, mais parce que mon objectif, c'est de faire baisser mon dollar et de faire démarrer les conditions d'une baisse de taux. Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans mon pays, c'est d'avoir une dette qui me coûte moins cher, d'avoir des conditions de développement qui me soient favorables. Bien, ça, si tu veux, c'est avoir une vision. Comme il n'y a pas de vision dans nos économies occidentales, notamment européennes, eh bien, en face, il y a des banquiers qui, eux, ont tout à fait une vision et un plan de développement, eux, ils l'appliquent. Donc oui, on pourrait penser que on pourrait repenser la réglementation bancaire pour que on puisse avoir un peu plus de comment dire, que l'individu soit remis un peu au centre du jeu. Mais j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. Ça se passera violemment, mais ça se passera pas par étapes, ça se passera pas comme ça. Je pense qu'il faut qu'il y en ait une crise grave et auquel les gens ne sont absolument pas préparés. Malheureusement, hein, je sais que c'est des moments douloureux, hein, mais il faudra une crise grave pour qu'on y arrive. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Ouais, et moi, alors on va éviter de trop prolonger profondément dans ce sujet parce qu'il est très complexe. Oui. Ça fera l'objet d'une vidéo avec Théo Mogenet qu'on va tourner juste après. Mais c'est aussi toute la problématique, et ça c'est un sujet qui est jamais abordé, du marché monétaire et bancaire traditionnel sous la réglementation de la Banque centrale. Et de tout le marché du shadow banking, qui représente, je crois, quasiment 80% de la masse monétaire, qui est au final, en fait, le vrai marché de capitaux. Et nous, on a tendance à penser, à se dire, bah, ce marché-là, en fait, c'est le vrai marché financier. C'est la jungle, il n'y a pas de règles, la Banque centrale, elle peut rien faire. Ouais. C'est tout fonctionne par collatéral. Il s'avère que le meilleur collatéral, c'est la dette étatique, parce que l'impôt, c'est magique. Donc, et ce marché-là, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'en 2008, on s'est dit, bah tiens, on va bail out des gens qui ont fait de la merde sur ce marché-là? J'ai envie de dire, si t'es dans l'écosystème banque centrale, c'est cohérent, bah voilà, on est administré, les États peuvent faire de l'ingérence, tout va bien. Mais c'est comme ce que tu disais, c'est que là, on s'est mis à socialiser sur un marché qui était purement privé. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on aurait dû peut-être profiter de l'opportunité de dire, bah, mourrez. En 2008, bah voilà, vous avez fait les cons, vous avez fait votre marché à côté, mourrez, comme n'importe quelle banque aurait dû mourir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense qu'on aurait eu une forme d'apocalypse mondiale où on se serait rendu compte que la moitié des épargnants sont ruinés, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais le problème, moi j'ai l'impression qu'au final, on fait que repousser. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris notre perte là, on a remis un levier. Ouais. Et on va prolonger. Mais la masse M2 est de nouveau en hausse, hein, on l'a vu sur les différents graphiques. Tu sais, on a eu il y a il y a un an à peu près, on disait mais en fait il faut que on annule la dette, on annule de la dette. Mais quand les gens plutôt de gauche nous disent ça, ils doivent avoir peut-être un contrat d'assurance vie avec un peu de chance, et on pourrait leur dire bah tiens, tu vois, là aujourd'hui ton fonds euro, que tu as mis peut-être 20 ans à pouvoir constituer, eh bien, si tu annules la dette comme ça, bah, globalement, là où tu penses avoir 100 000, tu auras 82 000. Ok, c'est bon, tout va bien, ça va, t'es à l'aise avec ça. Les gens comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes créanciers. Et en fait, ils sont créanciers majoritairement. Donc, on a un sujet là-dessus qui est pas neutre. Et alors, ce shadow banking, pourquoi il est là? Parce que on a mis la concurrence
comme un dogme. C'est-à-dire qu'il fallait que même des choses qui marchaient au niveau étatique, il y a des choses qui ont marché au niveau étatique. Hein. Tu vois, EDF fonctionnait pas trop mal avant qu'on impose la concurrence à EDF. Eh bien, il y a des choses comme ça où on a dit, bon ben voilà, pour les marchés financiers, il faut de la concurrence. Et donc, tu as un certain nombre de plateformes qui sont concurrentes à celles que tu utilises au quotidien et sur lesquelles les choses se font over the counter, donc les gens sont au courant de rien, et c'est des deals dont toi et moi, on n'est pas au courant. T'as un paquet de... Quand t'as un jour un gars qui dit, ben moi, je voudrais récupérer tu sais, en bourse, tu dois déclarer tes dépassements de seuil. Quand tu dépasses un seuil de 5%, quand tu vois, des différents seuils à déclarer, parce que en déclarant ces seuils, le marché est au courant que tu es en train de déclencher une offre publique d'achat, une OPA. Bon, bah, y a un certain nombre de mecs qui sont allés constituer des portefeuilles de titres sur des plateformes alternatives pour pas forcément pouvoir déclencher les seuils officiellement. Et puis quand ils déclenchent un seuil, ben ils ont déjà fait la première partie du truc qui fait quand toi t'es au courant de l'information, c'est trop tard. Une partie du marché est déjà fait. Mais par contre, les gens qui travaillent sur ces plateformes, eux, ils ont pu aussi s'aligner sur l'intérêt de l'opération. Donc oui, moi je pense que ça sera un moment délicat, douloureux, parce qu'on sera tous touchés d'une manière ou d'une autre. Mais là, on est dans une course effrénée vers quelque chose qui est intenable. Voilà. Alors, je peux pas te dire si c'est dans 2 ans, 5 ans, 5 mois ou 20 ans, mais en tout cas, on peut pas. La seule chose où je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, on a la Terre a des limites, mais je suis pas d'accord avec tous les écolos. Mais par contre, je leur dis aux écolos, comment vous pouvez être d'accord avec un système qui crée une masse monétaire non contrôlée au quotidien, et de l'autre côté nous dire qu'il y a des limites terrestres. Bah, commençons par réguler la monnaie par rapport à cette limite-là. Et qu'est-ce que l'on devrait avoir comme croissance de la masse monétaire ? Eh bien, uniquement le même taux de croissance de la masse monétaire que les gains de productivité. Et là, bah, c'est bon, tout le monde profite du jeu. C'est pas le cas. Hein. Non. Mais moi, il y a un autre point, et c'est vrai qu'on va tout centrer sur nos amis gauchistes et socialistes. C'est vrai qu'on entend souvent dans le débat public, notamment en France, avec le débat sur retraite par répartition, retraite par capitalisation. Je pense qu'on n'a pas besoin de refaire le pitch à quel point la répartition est d'une débilité profonde à l'heure actuelle. Mais par contre, on entend souvent quelque chose, c'est que les marchés financiers sont réservés à une élite, que c'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que c'est vrai ? Alors, déjà, pour la répartition, la retraite par répartition, c'est pas une aberration à partir du moment où c'est fait correctement. C'est-à-dire que si tu es adulte, tu prends en compte les agrégats qui te sont proposés. Notamment, il faut savoir que Mitterrand, lors d'une interview, il n'y a pas si longtemps, enfin, c'était au début de son 2e septennat, je crois, nous disait qu'effectivement, il y avait un problème sur les retraites et qu'il laissait le problème à ses successeurs. Hein, et il l'a dit clairement sur un plateau de télé, ça n'a scandalisé personne. Donc, il faut savoir que quand on passe la retraite à 60 ans en France, on met en place des systèmes, des pansements pour que ça tienne quelques temps, tu vois, sachant qu'on sait très bien qu'il y aura une alternance et qu'il faudra que les autres gèrent le problème. Si tu sais que tu as une population active qui va diminuer et que tu as une population de retraités qui va augmenter, eh bien, tu anticipe les choses, tu fais ton poids entre emploi et ressources, quand est-ce que actif-passif, quand est-ce que je vais avoir besoin de décaisser, et puis tu refais tes calculs à l'envers, et tu dis, bon ben voilà, aujourd'hui, cette année, le point c'est tant, et voilà. Et puis les choses sont claires, tu achètes ton point de plus en plus cher, et à la fin, il vaut de moins en moins cher. Et au moins, c'est clair pour tout le monde. Là, c'est effectivement géré de manière adolescente, mais pas du tout adulte. Et donc, effectivement, la conclusion qu'on en a, c'est qu'un système comme ça ne peut pas tenir, puisqu'on est tout le temps en déficit, on ne prend jamais les vrais chiffres. Tu vois, quand tu regarderas tous les projections qui sont utilisées par le gouvernement, c'est toujours le plein emploi, t'as toujours de la croissance et de l'emploi. Mais non, et t'as pas cette croissance, t'as pas cet emploi, donc t'as pas ces rentrées, donc c'est toujours en déficit. Maintenant, répartition, capitalisation. Je pense que, en fait,
si tu as conscience et tu as souci du plus faible, il faut que ça soit deux systèmes qui soient complémentaires. Je pense qu'il faudrait qu'on soit capable d'avoir un minimum de revenus de dignité qui soit tu bosses, tu cotises et tu as un minimum qui est la répartition, mais faite de manière adulte. Et puis ensuite, tu as la capitalisation. C'est une anecdote que je vous ai déjà partagée. Quand tu vas dans plein d'autres pays, les gens ont une connaissance économique. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent gérer leur fonds de pension. Quand tu dois gérer ton fonds de pension, alors tu peux ne pas t'en soucier si tu veux, mais la plupart du temps, pourquoi les Américains, les Canadiens, les Anglais et plein d'autres pays regardent les marchés financiers et s'y intéressent et essaient de comprendre ? Parce que leur futur revenu de retraite dépend de ça. Et donc, ils s'intéressent à l'économie. Donc, pour moi, l'une des premières raisons pour lesquelles les Français ne s'intéressent pas à l'économie et n'y comprennent que dalle et ne font jamais l'effort de se former, c'est que l'État pourvoira. Ils en ressentent pas le besoin, en fait. Ils Voilà. ont pas skin in the game comme Donc, les autres. ça dépend pas de moi, donc à quoi ça sert que je m'y intéresse. Et donc, ils ne comprennent pas, du coup, la gabegie de la retraite. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus grave que vers qui on tape ? Eh ben, on tape vers les plus hauts revenus. C'est-à-dire que, tu vois, quelqu'un qui aura été... Moi, quand je fais depuis 1994 des simulations de ce que les gens auront à la retraite. Tu vois, donc ça fait 1994, ça a 30 ans, ouais. Voilà. 30 ans que j'ai fait des simulations de retraite. Avant, au début, tu vois, quand quelqu'un avait eu le plafond de la sécurité sociale, donc aujourd'hui c'est 40 et quelques mille, à l'époque c'était 12 000, quand ils avaient eu ça pendant toute la durée de leur vie, et notamment pendant les 10 meilleures années de leur vie, eh bien, ils avaient comme retraite de base la moitié du plafond. Voilà. Et donc, le gars qui avait eu 75% du plafond, il avait 37,5 à la retraite, c'était clair. Il avait 50% de son revenu. Puis, il y avait la retraite complémentaire qui faisait une petite partie. Et en 1994, les gens partaient, tu vois, quand tu avais un salaire moyen, on va dire, d'agent de maîtrise, truc comme ça, tu partais avec 70-75% de ton dernier salaire. C'était du vol, hein, sur les générations d'après. Mais enfin, ouais, t'avais ça. Les cadres, ils partaient avec 60. Bon, aujourd'hui, c'est simple. Un cadre qui a été bien payé pendant sa carrière, il part avec 35%. Et quelqu'un qui a été agent de maîtrise comme ça toute sa vie, il part avec 46-47%, parfois 51-52. Et on parle pas de ceux dans les professions libérales. Alors, je parle même pas. Et puis après, les revenus importants, là, tu pars avec 20%, les professions libérales, c'est pareil. Et donc, si tu veux, tout ça fait que on continue à prélever un maximum à des gens pour en donner à d'autres. Donc, là encore, tu as une énorme répartition qui se fait dans un système qui est déficitaire. Donc, il n'y a même pas les moyens d'assurer ces promesses. Donc oui, il faut de la capitalisation, mais pour gérer de la capitalisation, il faut que les gens soient éduqués, ou il faut que les gens s'éduquent. Et là, c'est un vrai sujet, tu vois, en venant, je suis allé regarder les programmes, donc de ceux qui font la spécialisation éco au bac. Oui, pour être sûr de quoi je parle. Donc, si tu veux, il y a 170 heures de cours sur 2 ans. Et sur 2 ans, 170 heures de cours, c'est 80 heures d'économie, 50 heures de sociologie et 40 heures de questions croisées. Je ne vous parlerai pas des influences, parce que c'était moins influencé que je ne pensais dans les textes de loi. C'est pas totalement comme ça, parce qu'on parle de destruction créatrice de Schumpeter, tu vois, donc... Pas mal. Ça, c'est la partie économique, deuxième partie de l'économie. Donc, c'est pas mal. Les gens ont notion, normalement, s'ils apprennent bien leur leçon des agrégats. Attention, on est vachement sur contrôle continu, hein. Donc, voilà, tu vois, c'est pas le côté examen, hein, Faut juste qu'ils lèvent le doigt en cours. Ouais, qu'ils lèvent le doigt, puis qu'ils apprennent un peu leur cours, la base de ce qu'on leur apprend. Mais je pense pas qu'ils aient une bonne compréhension, mais je pense que, voilà, c'est assez scolaire. Il y a de la sociologie, là, tu sens vraiment le marqueur, hein, sur la sociologie. On parle de Marx, on parle des classes et tout ça. Donc, il y a des éléments, si tu veux, déjà sur les groupes sociaux, qui sont assez marqués. Donc, la sociologie, tu sais, elle est vraiment marquée politiquement, hein. Puis, il y a des questions croisées qui sont pas idiotes dans l'idée, mais qui, à mon avis, ne te donnent pas du tout les éléments pour comprendre. Les éléments pour comprendre, c'est, tu vois, ce qu'on faisait en économie dans les années 80-90, c'est qu'on commençait par les grands agrégats, on commençait par la comptabilité d'un pays. Tu vois, on commençait par ça.
Qu'est-ce que c'est, comment ça marche la balance d'un pays, tu vois, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un secteur? Alors, on avait en géographie aussi, mais tu vois, primaire, secondaire, tertiaire, les liens entre tout ça et les liens de financement de l'économie avec tout ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le secteur privé est de plus en plus un financeur du secteur public. Et le secteur public ne sert pas le secteur privé. C'est-à-dire que le secteur privé paye de plus en plus de charges, paye de plus en plus de prélèvements, parfois arbitraires. Hein. Là, tu veux devenir PSAN, on t'a mis de nouveau 10 000 euros par an. Pourquoi ? Bon, comme ça. Mais il y a un truc qui est passé totalement inaperçu, les avantages en nature sur les véhicules de société. Ouais, je me suis rendu compte là. Là, on vient de se prendre, pour tous les véhicules qui sont livrés à partir du 1er février, on vient de se prendre une augmentation, mais démentielle. C'est globalement presque 6 000 euros, 6 à 7 000 euros de plus pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est 2 000 euros de prélèvement pour le salarié. Bon, l'employeur va compenser, hein, ça c'est sûr. Et 4 à 5 000 de plus pour les entreprises. Donc, tu vois, sur une voiture moyenne, tu vois, une 3008, un truc comme ça, hybride, bah, globalement, c'est 6 à 7 000 de plus par an pour les entreprises. Imagine le gars qui a 5-6 salariés pour lesquels il y a une voiture de fonction. Tu vois, C'est un salarié de plus, un salarié de plus, voilà. En fait. Et donc... Puis ça arrive de nulle part, en plus, dans ces cas-là. Genre, ça fait pas 10 ans qu'ils annoncent que ça va arriver. Genre, non. C'est là, au bout de 6 mois. C'est arrivé, voilà, on l'a pas vu arriver, boum, business, et surtout, c'est rétroactif. Tu vois ? Ah oui. C'est-à-dire que moi j'ai des salariés qui avaient commandé des voitures l'année dernière qui sont arrivées en mars. On a commandé les voitures sans savoir qu'on avait ça. Tu vois, je sais que j'avais regardé, j'avais dit à mes salariés, dans la voiture que vous choisissez, faites attention à la partie avantage en nature parce que ça arrive sur votre salaire et ainsi de suite. Et ben derrière, bon. Donc ça, tu vois, c'est des prélèvements. Donc on va faire encore plus sur les entreprises. Mais qu'est-ce qu'on a en contrepartie sur les pouvoirs de l'État régalien ? Ben, on a une baisse de la sécurité, on a une insécurité en plus, on a souvent des infrastructures qui sont de moins en moins haut niveau, et ainsi de suite. Et quand les entreprises disent « nous, on aimerait bien être supportés pour aller conquérir des nouveaux marchés à l'étranger, on aimerait bien être supportés pour embaucher des gens parce qu'on en a besoin pour ci, pour ça », bah, tu vois, tu arrives à être un peu asphyxié et tu as plus cette création de richesse. Et comme les gens n'ont aucune formation économique, ils ne peuvent pas le comprendre. Et tu le vois sur la négociation annuelle des salaires dans les entreprises, tu le vois sur tout ça. Voilà. Et donc, la base, hein, c'était notre dernier entretien, c'était l'éducation financière. Et donc, c'est bien qu'on redonne aux gens des bases là-dessus à appliquer. Tu vois, faire un budget. C'est pas parce que l'État ne sait pas faire un budget que moi-même, je ne fais pas un budget. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse corrélation et c'est peut-être même une des portes d'entrée sur Bitcoin. C'est la réalisation niveau individuel que il y aura pas de retraite, que va falloir te démerder. Et souvent, une fois que tu as cette réalisation et que tu te dis mais en fait il y a un énorme problème de budget, on fonctionne sous un Ponzi, il va falloir que je me démerde à un moment donné. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est une sacrée porte d'entrée en fait, juste au début dans le milieu économique, puis après tu cherches le meilleur actif et puis souvent tu places Bitcoin là-dedans. Oui. Enfin, tu vois, quand tu as un petit peu de culture financière, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas chercher les milieux actions. Voilà, les marchés actions. Parce que le marché actions, c'est une économie réelle. Ce sont des gens qui sont comptables de leurs décisions. Et tu sais très bien que c'est l'actif le plus performant sur un temps long. Ta retraite, la plupart du temps, c'est plus de 10 ans. Tu vois, moi, j'ai 56 ans, ma retraite, ça va être dans 7-8 ans. Bah, globalement, je suis quand même majoritairement action encore sur mes portefeuilles que je liquiderai au fur et à mesure. Mais derrière, tu vas chercher Bitcoin pour d'autres raisons. C'est-à-dire Bitcoin parce que bon, il y a une appréciation, parce que tu penses c'est comme l'or. Mais surtout, Bitcoin va t'apporter quelque chose de plus. Hein, c'est la propriété, la propriété absolue que tu as de moins en moins sur d'autres actifs. Parce que mes actions que là, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai profité de la recherche, j'ai profité d'un prix qui me semblait intéressant pour acheter du Air Liquide. Bon, voilà. Je me positionne sur Air Liquide. Bon, il est déposé chez un dépositaire, mais tu vois, si le dépositaire a un souci, je vais dépendre du régulateur pour récupérer mes Air Liquides. Bon, alors les Air Liquides, quand t'es pas con, tu les détiens, tu les fais inscrire chez Air Liquide directement et tu les as en nominatif. Et si c'est un PEA, tu les as en nominatif administré. Et donc là, t'es plus dépendant de ton dépositaire. Mais tu fais ça parce que tu sais que ça va t'apporter des éléments, ça va être ton fonds de pension à toi, quoi, tu vois.
Mais il y aura toujours un petit peu un intermédiaire. Alors, je te dis pas si tu as un contrat assurance vie, tu as un PER, c'est pas un mauvais outil. Mais tu mets surtout pas tout dessus. Tu mets une petite partie. Mais ce que Bitcoin va t'apporter en plus, c'est la vraie détention, la propriété absolue que tu as. Et ça, c'est quelque chose auquel les gens doivent faire attention aujourd'hui. Et ça, tu dis propriété, parce que j'ai l'impression que dans ce cadre-là, on en est presque plus à la possession, en fait. Genre, en fait, c'est pas sur la propriété, au final, l'État, demain... J'ai l'impression que la propriété est maintenue parce que l'État te dit que ça t'appartient. Ouais. Mais en fait, si ça t'appartient vraiment, parce que dans le pire des cas, si l'État vraiment va trop loin, tu peux dire non, en fait. Ouais. C'est là où, pour moi, d'un coup, on a la possession. On a la possession. Exactement. Tu fais bien de cet élément-là, puisque fait, demain, si l'État dit, écoutez, pour se refinancer, on a décidé de prendre 20% de l'ensemble des propriétés foncières, parce qu'il faut qu'on donne ça pour qu'on puisse encore emprunter sur les marchés, on dira quoi? C'est le projet de Piketty. Hein. Ah, mais... Justement, parlons-en. Comment tu vois cette chose, toi, là, le dernier projet de mettre en place ce sorte de nouveau livret A pour financer l'effort de guerre? C'est quoi ce plan? Et en fait, pourquoi ils font ça? Parce que souvent, on se pose la question, on se dit, mais de toute manière, vous avez accès à des mannes d'argent monstrueuses via l'endettement public. Et là, d'un coup, vous venez nous emmerder pour récupérer quelques milliards. On a du mal à comprendre. Est-ce que c'est juste pour le marketing? C'est pour la cohérence, en fait. C'est dire, on est tous ensemble dans cette lutte. C'est du marketing. Et puis, de toute façon, il y a bien des newbies qui vont dire, ah ouais, très bien, c'est bien, il faut que je fasse un effort, il faut qu'on y aille et tout ça. Dans cette guerre qui ne nous concerne pas, on sait très bien que les guerres sont faites par des gens qui ne vont jamais sur les champs de bataille. Ça sert des intérêts qui sont rarement ceux des peuples. Je respecte beaucoup mes ancêtres qui ont été dans les armées des différents rois. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la guerre de 14-18 et 39-45 ont servi des intérêts qui n'étaient pas du tout ceux des peuples. Et donc, par rapport à ça, oui, on va faire un effort de guerre. On a un habillage marketing. Il faut habiller le truc comme il faut. Et puis, on a bien des gens qui iront parce que, ouais, pourquoi pas, quoi. C'est bien, on doit le faire, donc on va le faire. Mais c'est pas du tout utile. Quand Macron promet 2 milliards à Zelensky ou quand Ursula von der Leyen dit on va apporter quelques milliards supplémentaires qu'on n'a pas, ils nous ont pas demandé notre avis, ils n'ont pas prévu un livret spécial pour ça. Donc non, notre avis là-dessus il n'est pas du tout respecté. Surtout que Ursula von der Leyen, ni toi ni moi ne l'avons élu. Enfin, on n'a pas été consulté pour son élection. Donc tu ne mettras pas dans tes produits pour tes clients, tu vas pas les conseiller d'allouer une petite partie de leur épargne? Un livret A, ça sert à quoi? Ça sert à avoir une réserve pour payer la chaudière quand elle vient à péter. Tu vois, tu te dis, voilà, c'est quoi mes dépenses d'urgence que je peux avoir? C'est remplacer une voiture, remplacer un chauffe-eau, remplacer un truc où j'ai pas le temps d'attendre. Et il faut que je puisse assurer, toujours pareil, la dignité de mon logement, ainsi de suite. Bon. C'est quoi mon épargne d'urgence et de précaution? Ça, tu peux le mettre sur le livret A, c'est normalement totalement liquide et tu vas pouvoir t'en servir pour ça. Mais tu peux le mettre sur une SICAV monétaire, c'est exactement pareil. Bon, sauf que le taux est pas administré. Il y a Revolut qui propose ça, qui est pas mal. Je préfère largement d'ailleurs l'avoir sur une SICAV monétaire, chez un dépositaire. Comment t'appelles ça, une SICAV? Une SICAV monétaire. Alors, on appelait ça les SICAV monétaires, c'est les OPCVM. C'est aujourd'hui dans les organismes de placement collectif en valeur immobilière. Tu avais les les sociétés d'investissement à capital variable, SICAV, et les fonds communs de placement, FCP. Voilà. Okay. Alors maintenant, tout ça, ça a changé. Excusez-moi, c'est des termes de boomer. Mais bon, moi, j'ai été formé comme ça, quoi. Donc, c'est un organisme de placement collectif en dette court terme, essentiellement dette d'État. Et si tu veux, c'est le Ribor moins 20 points de base, quoi. Et ça, c'est chez un dépositaire, tu vois. Donc, quand moi, j'ai des gens qui vendent leur boîte, ils disent, j'ai besoin d'avoir de la liquidité, je dis surtout pas un compte à terme. Ouais. Parce que le compte à terme, aujourd'hui, il te propose pas beaucoup plus que le support monétaire. Mais ce support monétaire, lui, il va te donner un rendement et il est chez un dépositaire. Ou tu peux aller voir, le mettre chez Spyco, ou choses comme ça, tu vois. Mais l'OPCVM monétaire, donc le placement monétaire, lui, il est chez un dépositaire, il est pas dans la banque. Si la banque fait faillite, ferme, choses comme ça, tu peux le récupérer, tu peux le vendre sur le marché sur son dépositaire. Voilà. Tu peux en dollars prendre de Hondo, un token qui s'appelle Hondo par exemple, qui te donne la même revenu que le T-Bills. Voilà. Ou Spyco en France, c'est un SICAV monétaire qui est tokenisé par exemple. Tu vois. Bon, donc ça c'est ton besoin d'urgence. Une fois que tu as fait ton besoin d'urgence, tu fais ton budget, tu continues. De quoi j'ai besoin à 2 ans, à 5 ans?
Est-ce que j'ai des projets, tu vois? Moi, mon premier job dans la conseiller financier, c'était ça. On disait, mais c'est quoi vos projets à court terme, à moyen terme, à long terme? Et on terminait par la retraite. Donc, tu sais très bien, dans ton actif passif, quand est-ce que tu vas devoir dépenser et quoi? Et une fois que tu as ça, une fois que tu as ta feuille de route, ben tu te dis, voilà, je prends des placements monétaires pour tout ce qui a moins de 2 ans. Attention, hein, parce qu'il y a des mecs qui prennent des actions pour faire un truc à moins de 2 ans, ou du Bitcoin. Ouais, alors là, j'ai un projet dans 6 mois, est-ce que je peux passer en Bitcoin? Je dis non. Ouais, mais ça va monter. J'ai dit non. Non. Tu vois, si tu veux placer en Bitcoin, tu te donnes 5 ans. 4-5 ans, minimum. Si tu fais pas ça, c'est n'importe quoi. Si tu ne donnes pas ce temps-là, tu joues au casino. Vas-y, va jouer au casino, c'est le même résultat. Donc ensuite, tu fais ton budget comme ça, en disant j'ai besoin de dépenser ça. Et là, à ce moment-là, tu mets des actifs. Donc dès que tu commences à être à plus de 5 ans, tu peux mettre des actions, tu peux mettre du Bitcoin, tu peux mettre de l'immobilier, tout ça, ainsi de suite. Et encore, il va falloir que tu fasses attention à quel immobilier, pourquoi, ainsi de suite. Quand tu vas acheter de l'immobilier, tu vas acheter d'abord de l'immobilier pour par exemple, te loger toi. Donc, quels sont tes besoins? Où est-ce que j'ai besoin de me loger? Et puis après, tu peux aller faire de l'immobilier à effet de levier, donc de l'immobilier locatif. Parce que j'ai un rendement, je peux acheter de l'immobilier. Mais là encore, c'est des grandes décisions. Parce que les gens font de l'immobilier, ils s'engagent sur 20 ans en pensant qu'ils vont arrêter dans 3 ans. Non. Voilà. Moi, j'ai fait un pari de prendre de l'immobilier que sur certains cycles. Tu vois, en 2022, en 2012, 13, j'ai construit des bureaux. J'ai réussi à prendre un effet de levier faramineux avec du crédit bail immobilier, tu vois. Un crédit bail, attention, hein, quand tu payes pas la dernière mensualité, c'est plus à toi. Hein. Donc, si tu fais un crédit bail de 15 ans, tu te tiens 14 et que la dernière année, tu n'y arrives pas à rembourser, t'as rien. Donc le taux devait être ridicule. Les taux sont élevés. Ah, ils sont élevés? Les taux étaient un peu élevés, mais c'est pas très grave. Non, tu vois, en 2012, j'étais sur du 4,5, tu vois. Okay. Mais avec finalement 50 000 d'apport, tu fais une opération quasiment à la fin 1,5 million. Ah oui. Tu vois. Ça va. Donc c'est pas grave. Et bon, tu construis des bureaux, et tout ça. Bon, je les ai vendus en 2022. Effectivement, je les ai vendus parce que il me semblait qu'on était sur la fin d'un cycle. Bon, voilà. Mais il y a des cycles dans l'immobilier comme ça. Aujourd'hui, attention. Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your keys, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. Par tout ce qu'on a dit, vous devez vous loger, c'est très bien. Donc tu penses que c'est une bonne chose d'acheter sa résidence principale, notamment en France? Moi, je pense que, alors en France ou ailleurs, hein, c'est pas le sujet, je pense que t'es à la retraite, pas propriétaire de chez toi, t'as une insécurité qui est quand même grave. Parce que quand t'es à la retraite avec ton lieu de vie qui t'appartient, t'as une réserve de valeur. Si jamais il t'arrive quelque chose, tu peux le faire en vendant viager, tu peux le vendre de différentes manières. Si tu arrives à la retraite et que tu n'es pas propriétaire d'un lieu de vie, ça peut être compliqué, notamment intellectuellement, moralement et ainsi de suite. Moi, je le vois beaucoup plus sur une construction individuelle et psychologique. Oui, pas forcément l'aspect financier. Ah non. Non. Après, j'ai l'impression qu'on prend pas tout le spectre aussi des risques. Parce que si t'es propriétaire... genre, t'as un feu, t'as un problème, n'importe quoi. Il y a un mec qui commence à squatter chez toi alors que tu étais parti juste un week-end. Il y a l'État d'un coup qui commence à te mettre des taxes de dingue. Genre, il y a plein de choses. Et à l'inverse, si
j'ai pas, au lieu d'avoir mis tout cet argent là-dedans qui est bloqué, en plus qui est souvent illiquide, t'as juste un gros compte bien rempli. Pour moi, t'es presque plus sécurisé parce que, genre, juste si demain t'as un accident en plus que t'es vieux et en fait tu dois d'un coup passer dans un autre logement qui est spécialisé dans ton cas et tout, là ton immobilier c'est une merde pas possible. Tu anticipes un peu ça. Tu anticipes un peu ça. Mais en fait, je comprends qu'il y ait des avis divergents. Moi, je fais partie de cette génération qui pense que, bon, en plus, tu vois pas, c'est un lieu où tu peux te retrouver avec tes enfants. Ainsi de suite. Moi, c'est un lieu qui est aussi lié à la structure de la famille, si tu veux. Et tu sais que tu fais ça pas que pour toi, tu fais ça aussi pour la famille. Mais quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui a une toute petite cellule familiale, je pense qu'il peut effectivement se poser la question. Bon, ça fait partie d'une tradition où c'est plus comme ça. Après, l'immobilier locatif, c'est quand même ça a toujours été un élément où, comme tu peux faire un peu d'effet de levier dessus, c'est souvent une manière de se constituer un complément de patrimoine avec un effort d'épargne dont tu ne te rends pas toujours compte. Mais après, beaucoup de gens ont acheté des choses merdiques, mais à la fin, ils ont épargné de manière volontaire, alors qu'ils ne l'auraient pas fait financièrement. Ouais, mais je trouve ça terrible au final comme raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à la conclusion que par bêtise, ils se sont fait du bien, ils ont fait du bien, parce qu'en fait, ils sont juste incapables de mettre 200, 300, 500 balles par mois, peu importe, en réfléchissant. En fait, je trouve que c'est horrible comme raisonnement, et je vais pas citer la personne à laquelle je pense, mais j'ai des personnes dans mon entourage qui ont ce raisonnement. C'est-à-dire, ils ont acheté un bien immobilier à 3,5 de rendement brut, donc en net, que dalle, où ils ont un effort d'épargne mensuel pendant 25 ans, ce qui, franchement, est quand même relativement pourri. Mais ils disent, oui, au moins, j'ai fait quelque chose. Et je trouve ça dur quand même de se dire, je me suis enchaîné 25 ans à quelque chose. Cette personne, par exemple, elle peut plus, là, elle voulait quitter son CDI pour se lancer en freelance, elle peut pas. Parce qu'elle se dit, je pourrais pas assumer mes mensualités, etc. Donc je me suis enchaîné, ça va avoir des impacts dans ma vie. Mais au moins, je l'ai fait, c'est mieux qu'un coup de pied au cul. Je sais pas. Je trouve ça terrible, en fait. On avait fait des comparatifs entre un PEA et un Pinel à l'époque, je sais plus ce que c'était le truc à la mode. Bon, il y a pas photo. Quand tu mettais le même effort d'épargne sur un PEA avec un rendement moyen et de l'autre côté, de l'immobilier, c'était, quand on avait fait ce calcul, l'immobilier se prenait une claque. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? L'immobilier, par la création monétaire débridée, a pris beaucoup de valeur. Puisque globalement en France on a pris de 150% de hausse, ce qui était à 100 est passé à 250, et de l'autre côté on a eu des marchés financiers, si tu veux pas oublier, le CAC, alors on parle de dividendes non réinvestis, mais le CAC en 2000 il était à plus de 6000 points, 6500 points, tu vois, donc 6500 points, aujourd'hui on est à un peu plus de 7000, tu vois, entre 2000 et 2024. Donc si tu veux, il y a des gens sur lesquels ce raisonnement sur les 20 dernières années a été bien plus favorable à l'immobilier. Moi, je me rappelle quand je me suis marié en 1996, on a cherché à acheter avec mon épouse à Bordeaux avant qu'on parte à Nice. On était à 900 € le mètre carré. Quand aujourd'hui, le moindre appartement dans le centre de Bordeaux, c'est 3500, 4000 € le mètre carré, tu vois. Donc, aujourd'hui, notre perception de ce marché-là et de ce placement-là, elle n'est pas la même que celle qu'on pouvait avoir il y a longtemps. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut se poser véritablement la question et ça se discute. Oui, parce que moi aussi, mes parents sont de la même génération, ils ont eu cette chance, ce flair, on va dire. Enfin, ce flair. C'est vrai qu'il y a 20-25 ans, il fallait pas faire grand-chose pour que ça se transforme en or, concrètement, quand t'achetais de l'immobilier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui appliquent ce raisonnement en se disant, j'ai vu mes parents, j'ai vu des gens faire ça, si je le refais, normalement, dans 20-25 ans, je suis tranquille. Je suis pas sûr. Mais en fait, c'est à considérer quand même. C'est le résultat d'une spoliation. C'est une spoliation, c'est pas le résultat. C'est une spoliation. Pourquoi l'immobilier a augmenté autant? C'est-à-dire que il faut surtout le regarder. L'effort nécessaire que tu dois faire au niveau financier par rapport à ton salaire pour acheter le même nombre de mètres carrés. Et c'est devenu délirant. C'est devenu délirant. Mon premier job, c'est Toulouse, 1992, 91, je crois, 91. Je prends l'équivalent j'ai un petit diplôme Bac+2, tu vois, donc je prends 1200 € par mois de salaire. C'est assez énorme. Et mon loyer,
J'avais un appartement, bon, qui était un peu, c'était un peu cave, un peu, enfin, tu vois, les fenêtres étaient à peu près au niveau du trottoir, tu vois. Un peu comme Mais c'était très sympa parce que tu vois, j'avais genre 50 mètres carrés en plein centre de Toulouse. Parce que tu vois, un salon, salle à manger, une cuisine, une chambre, une salle de bain, enfin vraiment le royal, quoi. 1200 € aujourd'hui, t'as pas ça. 300, ah non, ça, 1200 € c'était mon Ah oui, c'est salaire. ton salaire. 300 € c'était mon loyer. Oui, on va. Tu vois. Donc c'était tenable. Tu vois, c'était un quart. Donc ça allait, j'étais bien. Et c'était, tu vois, mon premier salaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont un bac plus 2. Il y a même plus bac plus 2, donc c'est un bac plus 3, et il y a des gens qui se prennent en net 1500. Tu vois, 1500, 1600. Et ils ont 700, 800 de loyer plutôt. Et voilà, exactement. Et donc là, si tu veux, tout ça fait que les salaires n'ayant pas suivi la courbe de l'immobilier, ça devient difficilement gérable. Et tout ça parce que on en revient à la création monétaire, en ayant mis des taux extrêmement bas, on a amené une croissance de l'immobilier. Et notamment, c'est un sujet qu'on a traité récemment dans une vidéo avec David Saintonge. C'était une réaction au célèbre youtubeur Eureka qu'on adore, qui disait oui, mais tout ça c'est pas grave parce qu'on a baissé les taux, donc la baisse des taux compense l'augmentation de l'immobilier. Et en gros, c'est ça la fin de son raisonnement. Il se dit voilà, on a baissé les taux, mais ce qui est déjà profondément bête dans son raisonnement, c'est que les taux, quand tu arrives à 0, tu fais quoi à la fin ? Tu passes négatif pour subventionner. C'est comment tu fais ? Et c'est souvent un argument, c'est bah voilà, les taux ont baissé, ok, on s'endette sur 25 ans, ok, on va payer le double de la valeur du bien en intérêt, mais les taux ont baissé, donc en fait, au final, ça reste aussi accessible. Bah non. Non, ça reste pas aussi accessible quand tu regardes par rapport au salaire. Ce qui est très important, c'est de regarder par rapport au salaire médian ou salaire moyen ou choses comme ça. Là, c'est plus du tout accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'effort d'épargne, il est plus de 2 fois 2. Et tu peux pas. Enfin, c'est pas gérable. Donc, tu vois, le choix des gens qui ont fait, on n'a qu'un salaire pour le ménage, c'est même plus possible aujourd'hui. T'as même plus le choix, quoi. Ouais. Il y avait des graphiques qui tournaient sur Twitter où tu voyais, genre, dans les années 1900, 1920 aux États-Unis, il fallait genre 4-5 ans pour avoir ta maison. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, tu l'auras jamais de ta vie, quoi. Tu seras jamais propriétaire. Et même en Suisse, il y a ça, genre, il y a une culture comme ça où en fait les gens sont jamais propriétaires. Non, ça c'est autre chose, c'est la fiscalité. Mais c'est un problème essentiellement fiscal, ouais. Mais c'est aussi que c'est très cher, quand même. Ouais, c'est super cher. Après, le niveau de salaire moyen, il est quand même 3 fois au-dessus, voilà aussi. Mais bon, c'est sûr, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est que la baisse des taux, c'est la paupérisation de la classe moyenne. Voilà. C'est-à-dire que les actifs montent en valeur et il y a de moins en moins de gens qui peuvent en acheter au fur et à mesure que le prix des actifs monte, et la baisse des taux ne compensera pas parce que de toute façon, tu seras jamais en taux négatif, on va jamais te payer pour acheter ta maison. Et c'est un point que David nous mentionnait et que je trouve très intéressant, auquel j'avais pas pensé. C'est le fait de se dire, bah, aujourd'hui, voilà, j'achète mon appart 200 000 €. Dans 10 ans, il vaut 400 000. Nickel, je me suis enrichi parce que bah, j'ai 400 000, j'avais 200 000, super. Sauf que l'appartement qui valait 300 000 à ce moment-là, que j'avais peut-être pas encore les moyens d'acheter parce que la vie, aujourd'hui il vaut 600. Ce qui fait que, ok, je me suis enrichi de 200 000, mais en fait je peux pas step up d'une certaine façon, je peux pas acheter un bien de meilleure qualité parce que l'écart, du coup, à la base il y avait 100 000 de delta, maintenant je me tape un delta de 200 000. Ce qui fait qu'en fait ça bloque les gens dans j'aime pas ces termes, conditions sociales, conditions d'existence, peu importe, on s'entend sur les termes. Et en fait, ça tasse les gens vers le bas. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, t'es incité dès le début de ta vie à acheter le plus cher possible, te leverager le plus possible pour taper le bien le plus haut, pour qu'une fois que cette plus-value arrivera, si elle arrive, tu sois dans le haut du panier. Mais si t'as commencé comme quelqu'un d'à peu près normal en te disant j'ai pas envie de m'endetter à 120% et d'avoir un effort d'épargne de 500 balles par mois, à la fin en fait tu finis moyen, quoi. Ouais. Tu finis dans la masse. Et je trouvais que c'était un phénomène assez intéressant dont les gens ne se rendent pas compte, parce que ce qu'ils voient juste c'est leur position absolue, c'est-à-dire bah voilà, j'ai fait 200 000 de plus-value, je suis content. Pas forcément, surtout si ton but c'est de te reloger derrière. Ouais. Après si ton but c'est d'exit, mettre tout en bitcoin ou dans un PEA, ça peut être plus correct. Mais si tu veux constituer un patrimoine, effectivement, aujourd'hui... c'est la question que j'allais... Donc on peut y aller. Si tu veux constituer un patrimoine aujourd'hui, tu dois effectivement te poser ces questions basiques en disant, voilà, quels sont mes objectifs de vie ? Ouais. Parce que, on va reprendre encore un penseur ancien, c'est Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour que celui qui ne sait pas où aller ». Donc, la plupart du temps, les gens n'ont pas d'objectif de vie. Bah, on se laisse porter, quoi.
Et tu peux rien construire de solide si tu ne donnes pas des objectifs. Et ça t'élève un peu parce qu'il faut aller prendre des objectifs qui t'élèvent, qui te demandent de l'effort. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de goût, quoi. T'as pas le goût de l'effort. Ceux qui ont monté un sommet le savent. Et donc, il faut que tu aies tes objectifs de vie. En fonction de tes objectifs de vie, tu vas, on avait un peu commencé à parler tout à l'heure, parler de l'épargne de précaution que tu mets de côté. C'est bien d'avoir une épargne de précaution. Mais avant l'épargne de précaution, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, j'ai commencé avec mes enfants. Alors, les garçons sont plus sensibles à ça que les filles, même s'ils le font différemment, les garçons et les filles. Mais j'ai dit, voilà, l'épargne, ça commence à 12 ans à peu près, 10-12 ans. Tu vas faire un petit service. Bien sûr, tu sais bien que c'est un peu artificiel, mais tu vas faire un petit service. Tu lui donnes un petit peu de sous. Alors, au début, tu donnes un petit peu de sous comme ça, de la main à la main, quand tu as moins de 10-12 ans. Et tu vois comment fait ton fiston ou ta fille. Bon, bah, il y en a qui le mettent de côté dans une petite boîte. Des fois, ça disparaît malheureusement. Et d'autres qui dépensent, qui disent je vais aller chez le marchand de journaux m'acheter un magazine, un truc de dessin, choses comme ça. Donc tu vois déjà celui qui veut thésauriser et pas l'autre. Puis après, tu leur ouvres assez rapidement un compte. Bah, Revolut fait ça très bien. Je vais pas faire de pub, hein, mais moi j'ai géré pas mal les enfants avec ça. Ouais, c'est vraiment bon. Et donc, tu mets les petits services, l'argent de poche, les choses comme ça, les dons des uns et des autres dessus, la tirelire. Et là, tu te dis, bah, tu sais, t'as une tirelire. Donc, tu peux faire tu peux faire des petites choses avec ça. Donc, par exemple, mes garçons, eux, à partir de 12-13 ans, ils ont acheté des petites fractions de Bitcoin. Alors, bon, pas avec leur compte, hein. On a fait je t'ai dit, tu notes à quel jour, tu me donnes combien, je te le mets sur Bitcoin et voilà. Et donc du coup, il commence à s'intéresser à un actif. Mais tu vois un peu ces choses-là. Et c'est très important de voir comment les enfants vont gérer le petit capital qu'ils ont. Pourquoi ? Parce que c'est l'hygiène dont il faut parler. L'hygiène, c'est l'épargne. C'est combien je suis capable de mettre de côté. Et c'est très important parce que si tu le fais quand tu es adolescent, tu gardes ce réflexe par la suite. Et ce qui veut dire que moi je vois avec j'ai aussi des enfants qui sont des jeunes tu vois alternants ou jeunes professionnels et derrière eh bien ils ont tous les mois ils arrivent à mettre de côté. Et je le vois parce qu'ils me posent des questions. Papa, qu'est-ce que tu penses de ci? Tiens, il y a un plan d'épargne entreprise, qu'est-ce que je mets dedans? Tiens, je peux débloquer mon plan d'épargne entreprise, est-ce que j'achète des actions, des choses comme ça. Donc l'épargne, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire comme la Sécu. Tu vois, c'est un truc qu'on devrait se dire, mais alors, monsieur, vous avez 22 ans, qu'est-ce que vous avez épargné? Combien vous épargnez tous les mois? Parce qu'il n'y aura pas de projet de vie possible s'il n'y a pas d'épargne à la base. C'est-à-dire que tu as parlé de l'effet de levier, mais si tu arrives avec une épargne pour un projet, bah, tu vas avoir beaucoup plus de chances que ton projet puisse se réaliser. Tu te dis, finalement, je vais créer ma boîte. Ben, si depuis 10 ans, tu as mis de côté et que tu te retrouves avec 30 ou 40 000 ou 50 000, eh ben, tu crées pas ta boîte dans les mêmes conditions que si tu as zéro. Et puis, comme c'est une hygiène que tu te donnes, eh bien, cette hygiène, tu l'as tout au long de ta vie et tu épargnes tout au long de ta vie. Et donc, tu vois, moi qui ai eu beaucoup d'enfants, il y a des moments où ben, ça sortait plus que ça rentrait, mais j'ai toujours gardé des prélèvements mensuels pour aller mettre sur Bitcoin, sur autre chose. Parce que ça faisait partie, je me démerde pour équilibrer les budgets, pour reprendre à droite, à gauche, mais je me suis toujours démerdé pour avoir ça. Et ça, c'est un réflexe que n'ont pas forcément les Français. Et cette épargne, sur quoi tu la mets? Eh bien, en fonction de tes objectifs. Long terme, actions, Bitcoin, de l'or, de choses comme ça. Moyen terme, des obligations, attention, mais et moins de 2 ans, toujours du monétaire. Et tu trouves qu'il y a une dynamique chez les jeunes qui est plutôt dans un sens ou dans l'autre, à ne pas épargner ou à surépargner? Parce que moi, j'ai une perception, mais qui est peut-être biaisée, c'est qu'autour de moi, il y a des gens, et c'est souvent corrélé, c'est que plus les gens commencent à bien gagner leur vie, plus ils ont cette tendance à épargner, ce qui est logique, mais je vois aussi beaucoup une tendance à One Life. Et alors, ce mot peut être très connoté, mais c'est « Oh, l'argent, c'est secondaire, on crame tout, on kiffe, on n'a qu'une vie ». Mais j'ai quand même le sentiment que ça, à 30, à 40 ans, à 50 ans, le One Life, ça se finit en « j'ai plus de life hein. ». Alors, j'ai toujours vu ça. Moi, j'ai toujours, enfin, ça, tu vois, je l'ai vu à ma génération aussi. Hein. Ok. Bon, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont un peu transmis, mais j'ai toujours fait du levier derrière.
C'est-à-dire, moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire du levier tout le temps, quoi, en fait. Parce que c'est pas drôle, on n'avait pas de risque. Moi, j'ai fait, en 2003, mon PEA était vraiment mal, hein. C'était pas bien du tout. J'ai réussi à emprunter contre mon PEA, quand même. Ok. Donc, voilà. Donc un prêt Lombard, un crédit Lombard. Ouais. Ok. Et j'avais réussi. Voilà. Bon, mais tu vois, ça donne un petit peu le niveau de confiance que j'avais pour le coup une relation vraiment personnelle avec mon banquier. Mais je pense que je ferai pas de généralité là-dessus. Mhm. La généralité, je la ferai sur le manque de culture financière, le manque de culture économique. Tu vois, quand je parle d'un agrégat M2, quand je dis aux gens suivez l'agrégat M2 dans une assemblée, combien de pourcents savent ce que c'est qu'un agrégat M2? Personne. Déjà, il y en a pas grand monde qui sait ce que c'est un agrégat tout court. Qu'est-ce que c'est qu'une masse monétaire? Mm. Tu vois, M1, M2, M3. C'est les 3 agrégats de base. C'est plus dans le programme. C'est plus dans le programme de terminale. Tu vois, on te donne pas ça. Et c'est important parce que si tu veux, ces choses qui sont les pièces, les billets et le cash, plus dans M2, les placements court terme, plus dans M3, je me rappelle plus la définition exacte, mais si tu vois, c'est l'épargne un peu plus longue. Ouais. Ces choses-là, c'est vachement important parce que si tu veux, c'est comment tu vois la masse monétaire qui monte ou qui est contrainte. Tu fais une grosse hausse des taux comme en 84 avec Paul Volcker. Toi, ta masse monétaire, elle fond, c'est terrible. En 2022, on l'a vu un peu, mais ça a été vite, tu vois, et quand il y a eu SVB, Silicon Valley Bank qui a fondu les plombs, et que les Américains ont regaranti les titres US à 100%, même quand ils étaient à moins 30, les dettes obligataires, ça a changé, mais donc, ces éléments-là, les gens n'ont pas la notion des grands chiffres de l'économie. Mmh. Ils ne savent pas comment épargner et ont peur du risque. Tu vas pas savoir aujourd'hui comme gérer un patrimoine avec des Français, c'est difficile par rapport à la notion de risque. Ouais, mais c'est particulièrement... c'est ancré culturellement en France, hein, parce que j'ai l'impression que la culture anglo-saxonne, alors, il y a toujours des peurs partout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment culturellement français. Ah oui. L'argent, il y a un tabou. Oui. Mais même, il y a une peur du risque. Il y a une aversion, mais qui est colossale. Oui. Et tu vois, quand les marchés font moins 10, moins 12, il faut absolument, les gens sont complètement paniqués. Et, alors que si tu vois, c'est les gens non investis sur les marchés, c'est ceux qui ont le plus perdu. Tu vois, les gens qui ont voulu faire de l'arbitrage en disant non, mais là, tu vois, il y a un mec là qui était très content de lui, qui a dit ouais, tu comprends, moi il y a un mois j'ai dit que j'avais tout vendu. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Je sais pas. J'avais tout vendu. Très bien. Bon, ben c'est super. Mais maintenant, on va voir quand est-ce que tu reviens sur le marché. Et moi j'ai vu des gens comme ça et des bons, hein, qui n'arrivent pas à revenir sur le marché. Et puis ça repart, ils sont pas là. Tu fais quoi? Bah, tu regrettes. Donc, tu dois raisonner par rapport à des objectifs. Si mon objectif, c'est 5 ans, bon, eh bien, je regarde comment j'y suis. Si jamais je dépasse mes objectifs de plus-value, j'allège. Moi, tu vois, j'ai allégé du Bitcoin. Oui, j'ai allégé du Bitcoin en octobre et novembre. Tu vois, sur la trésorerie de ma société, j'ai vendu en octobre, novembre, décembre. Tu vois, parce que c'était raisonnable vis-à-vis de mes associés de dire, bah ça, tu vois, je le dérisque un peu. Bon, bah aujourd'hui, clairement, je suis plutôt sur des options où je dis, tiens, bah quand je me suis fixé des niveaux où je reviens, parce que c'est le moment de revenir, tu vois. Mais tu as un objectif de le moyen long terme, et puis tu arbitres tes plus-values et tes moins-values, et quand ça monte, eh ben tu peux alléger un peu. Mais tu t'es donné des objectifs par rapport à ça. L'idéal étant de sortir le capital. Tu vois, sur Bitcoin, il y a plein de gens à qui j'ai dit, bon, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Vous avez fait un x3. Eh ben, sortons un tiers. Vous êtes sécure totale. Vous avez récupéré votre capital. Et maintenant, détendu à vie, vous jouez qu'avec la plus-value. Et t'es totalement déstressé par rapport à ça, tu vois. Et ces gens n'ont pas comme ils n'ont pas ces notions économiques, comme ils ne connaissent pas les marchés, comme ils ne connaissent pas les cycles des marchés, comme ils ne connaissent pas la psychologie des marchés, ben, ils font n'importe quoi. Et t'as plein de gens qui ont vendu sur les 2-3 derniers mois alors qu'ils étaient rentrés, tu vois, à l'automne, hein.
parce qu'ils n'ont pas cette notion d'objectif et de psychologie. Ouais, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important là-dedans, c'est de toujours conserver une petite poche de cash au cas où, mais d'être à cash flow positif aussi. Bien sûr. C'est qu'il y a un grand fantasme, notamment chez les bitcoiners, je trouve, qui est de je fais all-in bitcoin, quand ça monte, je quitte mon taf et je vis dessus. Je trouve que c'est quand même une stratégie qui est relativement pourrie, bon déjà d'un point de vue de vie, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est surtout d'être à cash flow positif pour pouvoir continuer à alimenter, continuer à rentrer, que ce soit sur bitcoin ou n'importe quel actif. Oui, bien sûr. Et puis, ça peut ne pas se passer comme prévu. C'est ça. Et donc, dans ces cas-là, il faut toujours... Oui, mais ça, cash flow positif, c'est l'hygiène d'épargne. Ouais. Et c'est tout le sujet de savoir monter un budget avec un cash flow positif, comme tu le dis, oui. Et il y a un point, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça récemment, c'est sur toi, tu conseillerais, par exemple, à des jeunes, d'essayer de... Bon, je suppose que les deux seraient intéressants, mais de réduire au maximum leurs dépenses, parce qu'on dit souvent, oui, pour devenir riche, il faut on voit les riches, ils ont des faibles dépenses. Ils commencent d'abord par restreindre les dépenses pour augmenter leur capacité d'épargne, et après, en fait, avec les effets d'intérêt composés, tu vas pouvoir mettre de plus en plus par mois et tu gagneras plus. Mais est-ce qu'il faut pas plutôt aussi viser une augmentation de ses revenus ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, c'est augmenter au maximum ses revenus ou baisser au maximum ses dépenses. Est-ce que toi, il y a un impondérable qui sont les dépenses de toute façon. Donc, si tu n'es pas un peu d'exigence sur tes dépenses, à un moment donné, ça passe pas. Ouais. Donc, je pense que la bonne résilience, c'est quand même, dès le départ, de prendre des bonnes habitudes en termes de dépenses. Et ça, c'est le budget. Ouais. Si tu fais pas un budget, tu sauras jamais gérer tes dépenses. Moi, je me rappelle, j'allais faire des courses avec mon premier job. Je savais que j'avais tant. Voilà. Je fais des courses pour la semaine. J'avais tant. Et dedans, je faisais ce que je voulais, mais j'avais tant. Voilà. Donc, il y a des fois, il y avait plus de patates pour pouvoir avoir un truc sympa. Voilà. Et si tu fais pas ça, surtout au début, tu prends pas les bons réflexes. Donc oui, je pense qu'il y a, sans être absolument quelqu'un qui même si la 16 peut être intéressante, mais je pense qu'il faut quand même regarder du côté des dépenses et en même temps, si tu as pas un peu d'ambition sur tes revenus, ça va pas. Tu vois, je vois, j'ai un de mes enfants qui a monté une boîte avec un associé, et ben ils se payent pas énormément, mais entre-temps, ils ont réussi à acquérir des réserves très importantes parce que dans leur métier, le cash est très très important, cash is king. Bah, tu vois, c'est comme ça que ça leur a permis de constituer des bonnes réserves pour le fonctionnement de leur boîte, tu vois. Et donc, oui, je pense qu'il faut être prudent sur les dépenses et ambitieux sur les réserves. C'est-à-dire que j'ai un job, ce job-là, comment je peux progresser dans mon job ? Est-ce que j'ai des idées à proposer ? Est-ce que demain, je crée ma boîte ou pas ? Est-ce que je peux être associé de cette entreprise ? Je crois beaucoup à l'actionnariat salarié. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je compte amplifier. Parce que aujourd'hui... Si t'es pas entrepreneur, c'est très difficile de s'enrichir en France. Ouais. Le salariat ne permet plus trop de s'enrichir. Donc. Et puis même, je trouve que c'est une bonne incentive à donner, même si t'es pas obligé de donner 20% à tout le monde, mais t'es pas obligé de donner non plus. Tu peux faire ça. Tu peux structurer les choses pour que. Bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en termes d'incentive, nous qui venons de quitter le salariat, bon après, vu les boîtes dans lesquelles on travaillait, on allait sûrement pas nous filer une partie du capital, mais ce que je veux dire, c'est que l'incentive est complètement différente. T'es indexé, même s'il y a les systèmes d'intéressement, de participation, etc. Je trouve que de se sentir un petit peu actionnaire d'une certaine façon, le jeu des incentives change complètement. Bien sûr. Et t'as plus du tout ton même rapport au travail. Ta relation avec ton travail change. Je voulais juste finir sur un point dont on parlait récemment, enfin peut-être 2 points. C'est tout à l'heure, tu parlais un petit peu de la culture que tu inculques à tes enfants, par exemple. Quand t'es déjà fortuné, alors plus ou moins. Alors là, pas besoin d'être multimilliardaire, mais quand tu as déjà une certaine fortune, un certain patrimoine financier, la logique de tout parent, c'est quand même de faire en sorte que ses enfants manquent de rien, à mon sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois pour le futur. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment que s'ils manquent de rien, leur inculquer ces valeurs cette hygiène financière, ce goût d'en faire plus, de peut-être entreprendre, etc., est difficile à leur faire percevoir. Comment toi tu trouves l'équilibre à ce niveau ? Comment peut-être de ton expérience tu l'inculques à tes enfants
pour qu'ils se reposent pas sur leur laurier. Alors, je m'estime pas être un exemple. Hein. Je pense qu'on fait beaucoup de conneries chacun et je trouve que la plus belle des vertus, c'est l'humilité quand même. Donc, il y a déjà parfois ce que les grands me disent, que j'ai pu leur servir d'exemple pour leur projet, c'est-à-dire de pas avoir peur de faire des trucs. Voilà, parce que le dernier truc que j'ai fait, la dernière formation que j'ai fait, c'est celle d'être pilote d'avion. Ça a mis du temps, mais j'ai réussi quand même. Et donc, c'est d'oser. Tu vois, c'est d'oser des trucs. C'est tu vois là, une des devises des légions, c'est qui ose gagne. Tu vois. Et donc, d'avoir confiance dans ses capacités pour pouvoir oser des trucs. Ça, c'est important. Donc, la meilleure chose que je peux léguer à mes enfants, c'est pas un petit capital de départ, mais c'est plutôt l'envie de faire des choses, l'envie d'accomplir des choses. Ça peut passer dans un premier temps par le salariat, ça peut passer par l'entrepreneuriat, ça peut passer par différentes choses. Tu vois là sur les 4 plus grands, j'en ai 3 sur 4 qui ont plutôt une âme d'entrepreneur. Tu vois, une fille et 2 garçons qui ont plutôt une âme d'entrepreneur, mais différemment. J'en ai un qui est vraiment un entrepreneur, vraiment très entreprenant, très créatif, qui a un associé qui est plutôt, lui, posé, aspect financier, tout ça, stratégie. Un deuxième qui est plutôt bâtisseur, avec qui je travaille, avec qui c'est vraiment agréable de bâtir un truc, de construire un truc avec lui, mais qui a aussi une âme d'entrepreneur. Et puis une aussi qui va lancer sa boîte. Mais l'idée, c'est de dire à tes enfants, la meilleure chose que tu puisses leur donner, c'est l'envie. L'envie et même, je dirais l'envie dans le sens l'ambition, la saine ambition. C'est-à-dire que la phrase de mémoire, je pense que je sais plus, c'est un Anglais qui l'a dit, je vais pas dire si c'est... ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Elle est bonne, celle-là. Et c'est ça qui est génial, tu vois. C'est t'arrives en bout de piste, tu décolles ton avion, t'as fait le plus facile, parce que maintenant il faut le poser. Et pour autant, la première fois que tu fais ton lâcher solo, tu t'en souviendras toute ta vie, parce que t'as décollé ton avion, t'es parti faire un tour de piste seul, et c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Et après avoir eu ton diplôme, tu pars, t'arrives le matin, tu pousses les portes du hangar. Tu vois, ces grandes portes qui font 15 mètres de haut, tu sais, souvent qui grincent et tout. Tu sors ton avion, tu fais ta prévol, tu démarres, tu chauffes, tu fais tout ton truc, tu te signales à la tour de contrôle et tu décolles. C'est un truc inouï auquel tu pensais pas que tu en serais capable 5 ans plus tôt. Et donc, je pense que ce que tu peux laisser de bien à tes enfants là-dessus, c'est bien sûr des règles de vie, des belles valeurs, mais aussi une saine ambition. Voilà. Comme quoi, si on se fixe des objectifs, même si on pense que c'est impossible, on se met par étapes et on le fait. Et ça vaut pour quasiment tous les domaines. Voilà, pour les domaines d'entrepreneuriat, pour les domaines de vie de famille, pour les domaines d'épargne, choses comme ça, ou d'acquisition tu vois, de connaissances. J'ai une fille notamment qui a toujours qui ne pensait pas être capable de faire les études qu'elle a faites. Et on l'a dit, mais si, tu es en capacité de le faire. Et elle l'a fait. C'est elle qui a bossé, c'est pas nous. Nous, on lui a juste dit, si, tu es en capacité de le faire. Fais-le. Voilà. Elle voulait bosser dans une belle boîte, elle se pensait pas capable. Elle bossait dans une très très belle boîte du CAC 40. Voilà. Si, tu en es capable, vas-y, réponds, tu peux le faire. Et je pense que c'est surtout là, ce que j'ai envie de transmettre, c'est plutôt ça, tu vois. C'est plutôt de dire, non, il faut avoir une saine ambition et il faut aller chercher des choses auxquelles on est... Mais tu vois, toujours avec humilité, en étant conscient de ce que l'on est. Et que le meilleur est à venir, en fait. Moi, encore une fois, à chaque fois, j'essaie de le reprendre de mon expérience personnelle d'adolescent. On a 26 ans. de jeune, on va dire. Donc, qui rentre dans la vie active et qui commence un peu à soit être désenchanté, soit commencer à l'apprécier. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui me disent j'ai pas le temps de m'intéresser à ce que je fais de mon argent. Ou par exemple, là, moi j'ai conseillé à certains d'installer Finari, qui est une application qui est plutôt pas mal. Ouais. Voilà, petit placement gratuit pour eux. Mais c'est cher, ça coûte une dizaine d'euros par mois. Mais c'est cher alors que au final,
on passe quasiment l'intégralité de notre vie à travailler, 8 heures par jour. C'est quand même la moitié de la journée en dehors du sommeil. Donc les gens vont passer 8 heures par jour, donc de quasiment toute leur existence pendant 42 ans à bosser, mais ils n'ont pas le temps de se dire je vais peut-être prendre 1 heure ou 2 par semaine, par jour, pour faire en sorte de amenuiser ce temps peut-être de travail, parce que la plupart du temps, il faut être honnête, il est contraint, tout le monde ne travaille pas par pur plaisir malheureusement, et les gens n'ont pas de temps à allouer, en tout cas ils le disent en plus, j'ai pas de temps à allouer, mais tu passes ta vie à faire ça, ou je n'ai pas d'argent pour payer une application comme Finari, ou me payer les services d'un cabinet de gestion en patrimoine. Comment on les convainc ? Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Tu sais, c'est marrant ce que tu dis là, c'est quand quand un prêtre te dit mais alors comment tu fais pour la prière, tu pries combien de temps par jour et t'arrives à trouver du temps pour prier, et c'est le même truc, tu sais, tu te dis non mais j'ai pas le temps. Tu parles. C'est on est dans les objectifs de vie, on revient à ça. Donc tu vois, moi, à un moment donné, je voulais vraiment bien comprendre tout ce qui était crypto avec toutes les sources d'informations. Donc, je me suis fait un profil Twitter où j'allais sélectionner toutes mes sources d'informations. Mon feed, c'était que des trucs sur la crypto, sur un profil. Et ça m'a permis de vraiment progresser. Alors, il y avait de tout, Il y avait 80% à jeter et 20% de bien. Mais si tu veux, voilà, j'allais sur Twitter et ça me permettait, tu vois, de faire mon feed par rapport à ça. Et c'est facile, ça. Du coup, moi, ça me donnait des idées de timing, de positionnement, d'investissement et des choses comme ça là-dessus. Donc, je dirais que d'abord, il y a la question de la lecture. Je pense que la première des choses en termes d'hygiène, c'est se forcer à lire. Quelqu'un qui lit pas un bouquin par mois, à mon avis, il passe à côté de quelque chose. Parce que le bouquin te permettra toujours d'apprendre un truc. Bon, c'est un polar, t'apprends sur un endroit, un comportement, un ci, un ça. C'est un livre d'économie, ça te bouffe, tu mettras peut-être 6 mois à le lire, c'est pas très grave, mais t'en as des super. Et donc, déjà, tu dois te donner des objectifs comme ça. Et donc, il y a des sujets dont tu ne peux pas ne pas t'occuper. Et gérer un budget, tu peux pas ne pas t'en occuper. Donc, toujours pareil, combien je consacre à ça? Et on en revient au budget. Si j'ai pas un budget, je ne serai jamais capable de payer Finari, si c'est Finari 10 € par mois, ou de temps en temps de me payer une consultation patrimoniale à 120 € avec un de mes collaborateurs. Tu vois, parce que je veux aller acheter tiens, je me pose une question, est-ce qu'il faut que j'achète mon appartement ou pas? Tu vois, est-ce qu'il faut que j'achète un appartement? Je pense que c'est la question que tous les jeunes de notre âge. Tu vois, ils pourraient prendre une consulte à 120 € chez nous et on leur dirait, tiens, donne-nous tous les éléments, envoie les éléments avant. C'est pas pour que nous, on sache trop, c'est pour que lui fasse le travail de préparer le rendez-vous. Où est-ce que tu veux aller? Ça se trouve, il n'aura même pas besoin du rendez-vous. Voilà, ça va le conforter ou pas dans la décision. Et tu vois, c'est des choses comme ça où les gens ne voient pas. En France, tu sais, on a beaucoup de mal à vendre le conseil. Les gens pensent que c'est toujours gratuit. Il y a des clients qui à la fin, on va se quitter parce que ils sont pas d'accord pour payer le conseil parce qu'ils n'en voient pas la valeur. Mais ils verront la valeur du conseil le jour où alors je leur recommande le CGP par qui je suis passé. J'ai fait une expérience sociale où il y a un CGP gratuit qui m'a parlé. Bon. C'était très drôle. Et je me suis dit, je vais aller au bout, parce que j'ai une très mauvaise relation avec cet écosystème. Et je savais que ce qu'ils allaient me recommander, c'est de la merde. Il s'avère que c'est de la merde. Je leur ai donné 10 000 € à mettre sur une assurance vie, comme ils veulent. Voilà, je les ai écoutés, du produit structuré. Ils voulaient me faire acheter de la SCPI à crédit, enfin un enfer. Bon, ça, j'ai pas suivi quand même. Me faire vendre tous mes bitcoins en plus pour ça. Parce que quand je leur ai dit oui, moi j'ai fait 150% de performance sur mes bitcoins. Ah oui, on pourra pas vous faire autant, mais si vous prenez une partie et que vous le mettez à crédit, machin. Ça, je l'ai pas fait. Le résultat, c'est que ils m'ont rien coûté. De A à Z, ça a été gratuit, mais aujourd'hui je suis à moins 12% en un an sur mon assurance vie qu'ils m'ont fait ouvrir et j'ai pas de nouvelles. Donc c'est gratuit, mais c'est de la merde. C'est toute la question du conseil. Moi je trouve qu'il y a un vrai problème avec ça. C'est que maintenant, si je veux faire appel à un CGP, je préfère payer 1 heure, 2 heures, un forfait, peu importe. Mais peut-être payer à 100% sur la commission des produits, ça peut pas marcher en fait. Tu vois, on a mis en place un système, par exemple, d'abonnement comme ça, où tu as tous les trimestres, tu vois, la version, on va dire, allégé qui est accessible à tous. Il y a des gens qui disent 1 200 € par an, c'est super cher. Ouais. Mais n'empêche que pour 1 200 € par an, tu as 4 consultations patrimoniales dans l'année,
tu as des offres avec 0% de frais d'entrée parce que voilà, comme tu nous payes du conseil, on va pas te payer dessus. On fait tout ce travail de sélection de ces offres-là. Et puis derrière, tu vas avoir toutes tes questions sur les impôts. Je faisais une fois un conseil à quelqu'un qui me dit mais pourquoi vous me demandez de détacher mon enfant du foyer fiscal? Au contraire, c'est une demi-part en plus. Ça. C'était un gain à 1 300 €. Je dis voilà, là je suis content que vous fassiez ça. Pourquoi? Parce que cette année, vous paierez 0. Le conseil vous aura coûté 0. Oui, et puis même ce que tu leur rends sur, par exemple, ce qu'on voit les frais d'entrée d'une SCPI, qui sont colossaux. Hein, alors sur les SCPI, tu vois, il y a toujours un vrai sujet, parce que les promoteurs des SCPI n'aiment pas qu'on fasse des rétrocessions de frais. Donc on a trouvé d'autres types de fonds. Okay. Et on a trouvé des SCPI sur lesquels il y avait quasiment pas de frais d'entrée. Ouais. Et ce qui permet aussi d'aller travailler dessus. Mais il faut aller plus loin que les frais dans les SCPI. Tu sais qu'il y a des SCPI dans l'analyse qu'on fait. On fait tous les ans une analyse sur les SCPI. Et on va loin. Voilà, j'en avais regardé quelques-unes. Voilà. Donc tout n'est pas que sur les frais, même si effectivement il y a des structurations. Enfin, tu vois, par exemple les SCPI qui ont des problèmes de liquidité aujourd'hui, la première chose qu'ils auraient dû faire, c'est proposer à des gens de rentrer dessus avec zéro de frais. C'est-à-dire même la société de gestion prenait 0. Et là, comme par hasard, tu aurais vu des gens qui revenaient dessus parce qu'ils disaient tiens, il y a peut-être des choses à faire en la gardant 5 ans, tu vois. Ouais. Et puis moi, ce que j'ai trouvé très drôle avec ce fameux cabinet, c'est que j'avais mon père aussi a travaillé avec eux. Et lui, il a dit non, moi je veux des actions et des ETF. Ils ont dit ah bah non, ça on gagne pas notre vie dessus. Et alors ça, tu vois, quand tu es sur honoraire, tu peux le faire. Ouais. Nous, on a des clients comme ça qui ont ce souhait-là. Mais bien à partir du moment où on met ça, effectivement, hein, nous, on est transparent sur notre rémunération, donc on gagne très peu là-dessus. Eh bien, c'est pas grave, mais du coup, il me faut quand même payer mes équipes, donc ça se compense par des honoraires. C'est aussi simple que ça. Donc, je dirais pour terminer à tous les jeunes qui écoutent cette chaîne et les moins jeunes, les moins jeunes, je sais très bien que vous épargnez, donc c'est très bien. Les jeunes, faites un budget. Parce que si vous faites pas de budget, vous ne pourrez pas épargner. Et puis, j'en reviens à Bitcoin, puisque hier soir, je parlais à des notaires de Bitcoin. Et donc, j'ai terminé. Alors, j'avais mis ma jolie cravate orange sur ma chemise blanche comme Michael Saylor. Avant, il était en t-shirt. Maintenant, qu'il me voit intervenir, il se met chemise blanche et cravate. D'ailleurs, je vous recommande l'intervention de Michael Saylor début mars, elle était très intéressante. Et de revenir à Bitcoin, hein, parce que bon, voilà, HODL. Et pourquoi? Parce que c'est un actif qui est unique et révolutionnaire pour votre patrimoine. Donc, un patrimoine sans Bitcoin est un patrimoine déséquilibré, quel que soit le patrimoine. Ouais, je suis complètement d'accord. Et nous, on dit souvent que le risque, c'est pas d'avoir du Bitcoin, c'est de ne pas en avoir. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci Alex, merci Victor. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mettre un petit like. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. C'est vrai qu'on en a de plus en plus. On répond à tout le monde. Tâchez d'être respectueux, mais normalement, là, ça devrait bien se passer. Moi aussi, j'essaie de répondre aussi de toi. Mais voilà, n'hésitez pas. On a peut-être abordé des sujets un peu complexes par moment, des abréviations un peu lunaires, ou si vous savez pas ce qu'est un agrégat. Donc dites-le nous, on se fera un plaisir d'y répondre et on vous dit à la prochaine fois. Ciao. À bientôt. Ciao.